Donc, bonjour. Premièrement, un grand remerciement pour tout le monde pour être venu aujourd'hui à la Midi Grise. Je suis super heureuse de présenter le travail qui a été fait par moi et mon équipe sur le slut shaming et de parler un peu à propos du processus par lequel nous avons arrivé avec ces données. Donc, juste pour Oh, ça avance. Donc, juste au niveau de donner une idée de le plan pour aujourd'hui, je vais donner une introduction générale au projet parce que je pense que ça va nous donner une bonne base pour comprendre comment nous avons utilisé une devis mixte, comment on a décidé d'utiliser une devis mixte et les types de résultats que ça nous donne. Je vais parler un peu plus spécifiquement à propos de le slut shaming et pourquoi on pense que c'est une construit qui est important, surtout lorsqu'on veut comprendre la réalité sociale des filles, des adolescentes. Je vais parler à propos de étude 1, qui était surtout une étude quantitative, puis étude 2, qui est le volet qualitatif de ce projet. Puis je vais terminer en discutant quelques points principaux à retenir. Donc, avant de commencer, le projet que je vais présenter aujourd'hui, c'est en lien avec une action concertée qui était financée par le Fonds de Québec de recherche sur la société et la culture, euh, ainsi que le ministère sur le bien-être des femmes. Et évidemment, ça, c'est pas le type de projet qui peut se faire toute seule. Et je le fais avec une vraiment bonne équipe. Je suis super chanceuse. Donc, moi, je suis la chercheuse principale, mais mes co-chercheuses sont Geneviève Paquette, Stéphanie Boutin et Mélanie Dirks. Mes collaboratrices sont Mélanie Lapalme et Caroline Telchak. Et j'étais très chanceuse avec les assistantes de recherche que j'avais sur ce projet, incluant Christelle Saint-Laurent, Carissa Leduc, Audrey Mariamo, Ilan Zane et Sarah Marcelin. Donc, vraiment, c'est un travail d'équipe avec tous ces chercheurs. Et donc, au début, ce que je vais présenter aujourd'hui va être une partie de cette action concertée. Et donc, le programme Action concertée, c'est un programme de recherche dirigé qui est développé par le FRQSC. Et essentiellement, ils ont lancé un appel pour les projets de recherche sur la victimisation indirecte et verbale auprès des adolescents. Et spécifiquement, la chose que je voulais vraiment souligner, c'est le fait qu'ils étaient particulièrement intéressés dans le phénomène de slut shaming. Et pour notre équipe, la chose qui a vraiment nous allumé à propos de cette demande, c'était cette, cette cible de l'idée de le slut shaming, parce que il y a beaucoup de recherches sur l'intimidation, sur la victimisation, sur les comportements agressifs chez les jeunes en général et aussi chez les filles. Mais le slut shaming, c'est quelque chose qui se voit très rarement dans la recherche quantitative. Donc, pour nous, ce projet présentait une opportunité de creuser dedans cette construit d'une façon qui est d'une peu plus profonde et d'être capable de commenter bien en regardant cet élément de la victimisation spécifique, comment est-ce qu'on peut alimenter nos compréhensions de les interventions contre l'intimidation d'une façon plus générale. Donc, on a proposé une méthodologie qui, selon Creswell, qui a toute une typologie de différents devis mixtes, qui est Mixed Method Sequential Explanatory Design. Donc, dit d'une autre façon, ce qu'on a proposé, c'est des études où, en premier, on a fait des analyses quantitatives, puis on prend les résultats de ces analyses quantitatives pour les présenter à nos participants dans le volet qualitatif pour explorer, pour approfondir et de mieux comprendre ces résultats quantitatifs. Parce que une des choses qui pour nous était très importante, c'était non seulement d'observer ce qu'on pourrait voir dans les contextes quantitatifs, mais aussi de voir à quel point est-ce que ces expériences accordent avec ce qu'on observe auprès des jeunes, leurs parents et les personnes qui travaillent en milieu scolaire, et de faire une interprétation des devis, et ensuite de faire une interprétation de les deux groupes de devis.
Et pour le projet spécifique, de les données que je vais discuter aujourd'hui, où j'ai décidé de surtout parler à propos de nos données sur le slut shaming, ça va être surtout de notre deuxième étude, qui était un devis de journal quotidien et quantitatif, notre résultat préliminaire qualitatif et peut-être un peu l'interprétation des deux, mais comme on va discuter plus tard, on est moins avancé dans le devis qualitatif. Donc, cette interprétation hyper profonde n'est pas encore arrivé. Donc, donc ça, c'est le projet d'où ces données viennent. Mais une des choses qu'on voulait discuter en premier, c'est vraiment qu'est-ce que c'est le slut shaming. Parce que essentiellement, et donc pour nous, et lorsqu'on a regardé la littérature, on a décidé sur une définition de slut shaming où le slut shaming, c'est la victimisation qui se caractérise par un comportement sexuel excessif, réel ou perçu. Donc, spécifiquement, le slut shaming, c'est une forme de victimisation où la personne est victimisée parce que leurs comportements sexuels sont vus comme étant excessifs ou qui sont perçus comme étant excessifs. Donc, ça, c'est un élément qui est très important de sortir lorsqu'on parle à propos de le slut shaming, parce qu'une des expériences qu'on observe, c'est que fréquemment, lorsque quelqu'un subit du slut shaming, c'est pas en lien avec les comportements réels, c'est les rumeurs, c'est ce que les autres disent, mais c'est pas nécessairement vrai. Mais vrai ou non, si une personne est pénalisée socialement pour leur comportement sexuel ou pour avoir une apparence sexualisée. Donc, être perçu comme se présenter dans une manière qui est trop sexualisée, tout ça, c'est le slut shaming. Et bien qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de recherches quantitatives et même qualitatives sur ce sujet, une des choses qu'on peut noter de la média populaire, c'est que le slut shaming, c'est un problème euh, qui est très bien connu auprès des populations adolescentes. Donc, il y a plusieurs différentes activités activistes auprès des jeunes filles et des jeunes femmes pour adresser le slut shaming. Il y a une grande discussion culturelle autour de qu'est-ce que c'est le slut shaming, comment les personnes célèbres peuvent vivre du slut shaming, l'impact du slut shaming sur, par exemple, les réseaux sociaux comme le TikTok. Mais bien qu'il y a tout ce discours de l'environnement général sur le slut shaming, il n'y a pas beaucoup de recherches sur ce phénomène. Et une des façons auxquelles j'ai trouvé qu'il était super utile de considérer le slut shaming en lien avec beaucoup d'autres différentes formes de discrimination basées sur le genre, c'est une idée qui a été introduite par Bei Cheng et Rubin. Et j'utilise le terme en anglais le charmed circle parce qu'en anglais, charmed veut dire magique et aussi un peu impossible. Et essentiellement, ce que cette théorie argumente, c'est que surtout pour les filles, et une des choses que j'aimerais beaucoup discuter avec vous dans la discussion, c'est si c'est quelque chose qu'on observe auprès des garçons aussi, mais surtout chez les filles, il y a il y a une bande très petite au niveau de quelles sont les activités sexuelles et sexualisées qui sont appropriées. Donc, l'idée, c'est que c'est important, le message qui est reçu par les adolescents, c'est que c'est très important d'être attirant à les hommes et les garçons, mais c'est très important de ne pas être trop attirant ou sexualisé pour les garçons. Donc, c'est un peu comme on perd si on le fait, on perd si on ne le fait pas. Et lorsqu'on parle à propos de le slut shaming, c'est vraiment l'isolement social, la castication sociale en lien avec avoir ces comportements sexuels qui sont vus comme en excédant les normes. Et plusieurs cadres théoriques suggèrent que le slut shaming pourrait être particulièrement adverse sur le plan développemental des adolescents. Les théories féministes soulignent que dans les contextes où les filles sont supposées de rester pures sexuellement, le slut shaming, c'est une manière de contrôler les comportements des filles et des femmes. Mais aussi les théories évolutionnistes qui ont vraiment fréquemment peu en commun avec des théories féministes indiquent aussi que le slut shaming peut être une stratégie utilisée par les autres femmes pour
dénigrer leurs rivales et d'augmenter leur propre statut. Donc, de toutes sortes d'angles théoriques, on peut voir que être pénalisé socialement pour être vu comme être trop sexuel, c'est beaucoup soutenu dans différentes littératures. Mais une des choses qui a vraiment apparu à l'équipe, que lorsqu'on a voulu construire l'idée de le slut shaming, c'est important de le considérer dans le contexte des construits qui sont déjà bien établis. Le premier de ces construits, c'est l'idée de victimisation par les pairs. Donc, lorsqu'on voit, par exemple, la littérature qualitative qui a creusé l'idée de le slut shaming dans plus de profondeur que la littérature quantitative jusqu'à ces jours-ci, c'est que c'est fréquemment quelque chose qui s'imbrique dans la victimisation. Donc, ça va beaucoup être ça va manifester beaucoup chez les jeunes dans une victimisation verbale, donc dire des choses à quelqu'un qui est vu comme étant trop sexy. Ça va être commencer des rumeurs à propos des comportements. Donc, beaucoup de victimisations verbales et relationnelles vont cibler ces comportements sexualisés des filles. Aussi, lorsqu'on pense à propos de qu'est-ce que c'est le slut shaming, c'est aussi une forme d'harcèlement sexuel. Et parce que chaque fois qu'on pense à propos de le slut shaming, ça va toujours être des comportements non voulus à propos de l'apparence ou à propos des comportements sexuels, qui est essentiel à presque toutes les définitions de l'harcèlement sexuel qu'on va voir. Donc, lorsqu'on a commencé de penser à propos de cette construit, on était toujours très conscient de le mettre dans le contexte de ces deux construits-là. Donc, bien que le slut shaming est bien documenté dans la littérature qualitative, et c'était vraiment en utilisant cette littérature qualitative qu'on a commencé avec notre première étude quantitative, on peut voir que peu de recherches quantitatives ont été mesurées sur ce sujet. Et pour mener des recherches quantitatives sur ce sujet, notre premier but, c'était vraiment de développer un instrument de mesure pour mesurer le slut shaming auprès des ados. Donc, pour faire ça, c'était notre première étude quantitative. Et nous avons pour objectif pour cette étude fournir une validation factorielle initiale du slut shaming instrument, qui était l'instrument que nous avons développé pour mesurer le slut shaming. Nous étions aussi intéressés à examiner l'association entre les scores sur le slut shaming instrument et les expériences quotidiennes de slut shaming. Donc, comme on a indiqué, nous avons fait une étude où on a fait passer plusieurs questionnaires auprès des ados et puis ils ont rempli des questionnaires à chaque jour à propos de leurs expériences sociales et on voulait voir si notre instrument était associé avec leurs expériences quotidiennes de slut shaming. On voulait identifier les corrélats de le slut shaming instrument et nous voulons savoir si le slut shaming était associé avec la détresse en contrôlant pour autres formes de victimisation et harcèlement sexuel. Donc, en premier, notre première étape était de créer notre instrument de slut shaming. Et en retournant à notre discussion sur les devis mixtes, un des types de devis qui est très commun, surtout lorsqu'on est dans le développement des instruments de mesure, c'est de faire des entrevues qualitatives et puis utiliser cette information pour créer notre instrument de mesure. Pour nous, nous n'avons pas décidé d'aller cette direction-là, et c'était surtout parce qu'il y avait déjà une tellement bonne littérature qui soulignait les expériences de slut shaming auprès des adolescents et les jeunes femmes. Donc, on a vraiment décidé de tirer de cette littérature et ainsi de notre compréhension théorique de les idées de la slut shaming pour développer cet instrument de mesure. Donc, pour nous, en se basant sur cette littérature, nous avons identifié cette question possible. Et ensuite, un des grands avantages du programme Action concertée, c'est qu'on a une table de consultation des personnes dans les milieux académiques, dans les milieux sociaux, etc., des différents ministères. Et notre table de consultation a nous suggéré une 8e question qui était des personnes ont-elles accusé de certains types de comportements sexuels simplement en raison de qui sont des amis. Désolée, j'essaie de le mettre en termes généraux, mais c'est une question personnelle.
Et donc, on a ajouté cette question. Donc, comme vous pouvez voir des différentes questions, on a inclus les construits comme les termes négatifs, être blâmé pour avoir vécu des expériences négatives, avoir eu des commentaires sur le numéro de partenaire sexuel. Donc, beaucoup des choses qui sont un peu en lien avec l'idée de slut shaming qui était introduite au début de le discours. Et en faisant nos analyses préliminaires, nous avons retenu 7 des 8 questions. Nous avons laissé tomber est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas être inclus dans un groupe ou exclu d'une activité à cause de ce que les gens pensaient à propos de tes comportements sexuels ou parce qu'ils pensaient que ou tu agis dans une manière trop sexy. Et essentiellement, on a laissé tomber cet élément-là pas parce que ça, c'était pas tellement fortement corrélé avec les autres éléments et aussi c'était rapporté par très peu de filles. Donc, ça nous laissait avec un instrument de mesure avec 7 items. Donc, notre prochaine étape, c'était de tester le structure factorielle et une solution unifactorielle avec les 7 items a ressorti le mieux. Donc, essentiellement, ce que ça nous dit de le mettre dans un terme général, c'est que nos 7 items semblaient de tous être refléter le même construit. Donc, on était très heureuse avec ça parce qu'on ne voulait pas vraiment une échelle avec beaucoup de sous-échelles. On a aussi noté que notre alpha de Cronbach était acceptable et la majorité des filles ont rapporté au moins une expérience, et je vais discuter ça plus tard lorsque je discute les résultats. Donc, où est-ce qu'on a cherché ces données? On a recruté un échantillon de filles de 14 à 17 ans. Ils ont été recrutés par une firme de recherche. Ils venaient de 14 régions de Québec. La majorité de l'échantillon était d'ascendance européenne, avec à peu près 13% étaient d'ascendance africaine, afro-antillaise ou afro-canadienne. Et le reste de l'échantillon venait d'une grande diversité culturelle, mais aucun de ces groupes était en haut de 5% de l'échantillon. Et on peut discuter les limitations selon la diversité lorsqu'on a discuté les résultats plus tard. Au niveau de l'échantillon, la majorité de l'étude avait au moins un parent qui avait titulaire d'un diplôme d'études secondaires et 22% s'identifiaient comme minorité sexuelle, qui semble tôt, mais honnêtement, ces jours-ci, lorsqu'on fait ces types d'échantillonnage auprès des filles adolescentes, le 22% qui ont une identité autre que hétérosexuelle n'est pas nécessairement étonnant. Donc, ainsi que notre instrument sur le slut shaming, nous avons aussi inclus quelques autres éléments. Nous avons parlé à propos nous avons mesuré leurs expériences générales de victimisation, nous avons mesuré leurs expériences d'harcèlement sexuel. Et comme indiqué, chaque jour pendant 10 jours, les participants ont été demandés si quelqu'un leur avait dit quelque chose méchant, avait dit quelque chose méchant et ou a dit quelque chose de méchant à leur sujet délibérant ou les avait délibérément exclus d'une activité. Et si les filles ont dit que oui, ils ont vécu une de ces 3 expériences sociales négatives, elles étaient ensuite demandées si elles pensaient que cette situation est arrivée parce que quelqu'un pensait qu'elle était habillée d'une façon trop sexy, qu'il flirtait trop ou était trop sexy, ou parce qu'elles avaient des troubles de relations sexuelles. Et comme on peut voir, au cours des 10 jours, très peu des filles, ce n'était pas la majorité des filles qui ont attribué leurs expériences négatives sociales à ces facteurs-là, mais il y avait assez pour qu'on pourrait regarder l'association entre l'instrument de slut shaming et les expériences quotidiennes de slut shaming. Donc, lorsqu'on regarde notre instrument de mesure de slut shaming en général, ce qu'on a trouvé, c'est que la grande majorité des filles, donc à peu près 79 des participants, ont reporté au moins une incidence de slut shaming au cours de leur vie. Et bien que beaucoup des stéréotypes nous suggèrent que ce type de comportement, c'est plus commun entre les filles, probablement dans ma vie, pour ceux et celles qui sont très quantitatifs comme moi,
c'est très rare dans ma vie que j'ai jamais eu une variable qui était tellement normalement distribuée. Donc, la majorité des personnes, ou le plus grand groupe des filles, rapportait que c'était également les filles et les garçons qui faisaient du slut shaming. Et ensuite, et c'était presque également réparti au niveau de si c'était une majorité filles ou majorité garçons et seulement garçons au niveau des auteurs de le slut shaming. Lorsqu'on regardait comment le slut shaming instrument était associé avec les expériences quotidiennes de le slut shaming, on a noté que dans un modèle qui était ajusté pour l'âge, l'éducation des parents, la race, ethnicité et l'identité sexuelle, le slut shaming instrument était significativement et positivement corrélé avec les expériences de slut shaming. Donc, les filles qui avaient des scores plus élevés sur le slut shaming instrument ont aussi discuté comment elles ont vécu plus de victimisation quotidienne en lien avec les éléments qui pourraient être liés avec le slut shaming. Lorsqu'on regardait les facteurs, choses qui étaient corrélées avec le slut shaming, on trouvait que c'était associé avec l'âge. Donc, plus les filles étaient âgées, plus elles vivaient du slut shaming. Lorsqu'on parlait à propos des différentes formes de victimisation, la victimisation verbale, relationnelle et physique étaient toutes associées avec le slut shaming. Donc, en lien avec notre idée que le slut shaming est potentiellement un type de victimisation, ces corrélations nous soutiennent un peu. Une des choses qu'on doit remarquer, c'est que le slut shaming était fortement associé avec l'harcèlement sexuel. Et ça soutient beaucoup l'idée qu'on peut voir le slut shaming comme étant un sous-type d'harcèlement sexuel. On a aussi observé que le slut shaming est associé avec le numéro de partenaires sexuels où les filles qui ont eu 2 ou plus partenaires sexuels étaient plus probables de rapporter le slut shaming. Et lorsqu'on regardait les associations bivariées, il n'y avait aucune association avec la race, ethnicité, l'identité sexuelle et l'éducation parentale. Et on peut discuter un peu les nuances de cette situation un peu plus tard. Um, Lorsqu'on a regardé tous ces facteurs ensemble dans les régressions, vraiment deux choses ont été soulevées comme étant associées avec le slut shaming. Et ça, c'était avoir 2 partenaires sexuels ou plus et vivre le harcèlement sexuel. Donc, on peut dire que ça, c'est vraiment les 2 facteurs qui sont le plus fortement associés avec nos variables prédites. Notre dernière question, c'était, OK, bien. Donc, on a développé un instrument de mesure de slut shaming qui montre une validité. C'est associé avec les types de facteurs qu'on pense que avec lesquels ça serait associé. Mais notre grande question, c'est que est-ce que le slut shaming est important pour comprendre le bien-être des filles en contrôlant pour la victimisation générale et l'harcèlement sexuel? Donc, est-ce qu'on a vraiment, c'est d'une autre façon de le dire, c'est est-ce qu'on a vraiment bien besoin de mesurer le slut shaming? Est-ce que ça ajoute à notre compréhension de la bien-être des adolescentes en contrôlant pour ces construits qu'on connaît déjà très bien? Et le résultat est oui. Donc, on a regardé l'association entre le slut shaming instrument et la détresse en contrôlant pour la victimisation générale, l'harcèlement sexuel ainsi que nos variables de contrôle. Et ce qu'on a noté, c'est que lorsque toutes ces variables étaient ensemble, ont été régressées ensemble sur la détresse, c'était le slut shaming ainsi que le statut de minorité sexuelle qui était associé avec un niveau de détresse plus élevé. Donc, même en contrôlant pour les autres formes de victimisation et pour l'harcèlement sexuel, le slut shaming avait un impact unique sur la détresse chez les adolescents qui pour nous, soutient beaucoup de ce qu'on a vu dans les matières qualitatives, ainsi que dans les constructions théoriques de cette construit, qui indiquent que le slut shaming prend une place unique et importante dans la vie sociale des ados. Donc, les résultats préliminaires suggèrent que les bonnes qualités psychométriques pour le slut shaming instrument et que les scores de slut shaming instrument sont associés avec les choses qu'on anticiperait qu'ils seraient associés avec. Par exemple, les expériences quotidiennes de slut shaming, ainsi l'harcèlement sexuel, la victimisation et au nombre de partenaires sexuels. On peut aussi noter
que le slut shaming est associé avec la détresse au-dessus de ces autres facteurs qu'on connaît de la littérature comme étant très associés avec la détresse. Donc, pour conclure, les résultats suggèrent que le slut shaming peut être considéré comme un sous-type d'harcèlement sexuel qui peut être particulièrement néfaste pour le bien-être des ados. Et plus de recherches sont nécessaires sur l'association entre le slut shaming et l'identité sexuelle et de la race ethnicité, parce qu'évidemment, basé sur la grandeur de notre échantillon, nous n'étions pas vraiment capables de creuser les nuances des expériences des films les filles de ces différentes populations. Donc, avec ça, avec ces résultats-là, nous était très intéressant de parler avec les filles, leurs parents et les éducateurs sur leurs expériences avec le slut shaming. Et donc, généralement, les grands objectifs que nous avons pour notre devis qualitatif, c'était vraiment de faire le suivi des résultats qu'on a observés dans notre première étude et d'examiner comment les filles, leurs parents, les enseignants et les intervenants comprennent les associations entre la victimisation verbale et indirecte, la victimisation genrée et les normes genrées, en ciblant particulièrement le slut shaming, et ensuite leur demander comment les filles veulent recevoir, ou aimeraient recevoir le soutien pour aborder le slut shaming et les autres formes de victimisation dans leur vie quotidienne. Oh. Donc, ça, c'est où les choses deviennent un peu compliquées. Nous avons initialement proposé des groupes de discussion qualitatifs. On a proposé 4 groupes de discussion avec les intervenants, 4 groupes de discussion avec les adolescents et un avec les filles un peu plus jeunes et 4 groupes de discussion avec les parents des adolescents. Et spécifiquement, les questions qu'on allait demander à propos de le slut shaming, c'était vraiment, on voulait voir quelles étaient les définitions de le slut shaming. Donc, pouvez-vous décrire les comportements de slut shaming posés ou subis? Donc, vous avez déjà été témoin en pensant de ces exemples qui posaient les comportements. Dans quel contexte avez-vous déjà été témoin de le slut shaming? Donc, beaucoup de questions à propos de comment est-ce que le slut shaming se manifeste pour vous? Et ensuite, nous voulions présenter nos résultats. Donc, nous avons trouvé que la majorité des filles rapportent au moins un événement de slut shaming. Nous avons également trouvé que le slut shaming était associé à autres formes d'intimidation. Et puis, on avait des questions comme quand vous avez été témoin d'une situation de slut shaming, était-ce similaire ou différent d'autres comportements d'intimidation? Et comment est-ce que d'autres personnes de votre âge réagissent lorsqu'ils sont témoins de le slut shaming? Est-ce que vous avez des exemples à raconter? Donc, vraiment, l'idée serait de creuser leurs expériences et puis des questions plus spécifiques vers comment est-ce que vous aimeriez que les adultes adressent le slut shaming, qui doivent donner cette information aux jeunes pour un peu nous aider à alimenter les programmes d'intervention et de prévention. Donc, comme j'ai dit, on a initialement proposé, on a soumis notre formulaire à l'éthique pour mener des groupes d'adolescents. Et on a ouvert notre étude, nous avons commencé de faire le recrutement et rien. On avait beaucoup de difficultés de recruter les personnes et surtout les adolescents à participer dans les groupes de discussion. Et dans l'équipe, il y a plusieurs de personnes qui ont des contacts auprès des adolescents. Et une des choses qui était vraiment soulignée pour nous par ces adolescents, c'est le fait qu'il y avait une réaction très négative auprès des filles adolescentes, l'idée de parler à propos de ces types d'enjeux dans les groupes de discussion. Et c'est essentiellement ce que les filles ont rapporté, c'est que on sait que le slut shaming, c'est pas un comportement positif, mais on sait aussi que tout le monde le fait un peu. Donc, on est très hésitant de le discuter dans un groupe parce que
parce qu'on serait moins capable de parler honnêtement à propos de cette expérience. Donc, ça, c'était la grande réaction négative auprès des ados. Auprès des parents, il y avait une grande difficulté au niveau de la définition de la slut shaming. Donc, les ados tous comprenaient ce que c'est. On n'avait pas beaucoup de questionnements au niveau de qu'est-ce que c'est le slut shaming, mais pour les ados, les parents, il y avait plusieurs parents qui considéraient le slut shaming comme étant une forme de violence, qui pensaient que nous voulons demander à propos des expériences de violence sexuelle. Donc, on avait besoin de réorienter nos méthodes de collecte de données pour clarifier pour les parents qu'on ne va pas demander à propos du violence sexuelle. Et donc, nous avons changé notre méthodologie pour proposer des entretiens individuels pour les adolescents et proposer l'option d'un entretien individuel, d'un groupe de discussion pour les parents et les intervenants et intervenantes. Donc, les avantages d'aller vers ce format, c'est l'augmentation de la probabilité de la divulgation et une amélioration de la confidentialité. Donc, évidemment, avec des groupes de discussion, on peut demander aux participants de ne pas partager ce qui a été discuté, mais on ne peut rien forcer. Donc, pour nous, au niveau de la confidentialité, ça devient plus facile pour nous lorsque c'est les entretiens individuels. Et ça a aidé beaucoup avec le recrutement. Par contre, il y a quelques inconvénients où on voulait vraiment, le grand avantage des discussions de groupe, c'est capable de développer un consensus au niveau des idées de comme le slut shaming ou les expériences. Et malheureusement, avec les entretiens individuels, on n'a pas accès à ce type d'informations. Donc, à jour, pour les étudiants, nous avons 22 recrutés et on a complété les entrevues avec 12 étudiants. Nous avons 11 parents recrutés et on a maintenant déjà complété les entrevues avec 5 parents. Et pour les intervenants, et c'est pour ça que je vais vous supplier au fin de la présentation aujourd'hui, si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées à participer dans cette étude, nous serons super heureuses de les combler et comprendre mieux leur expérience. Nous avons 10 recrutés et nous avons complété 2 interviews. Et lorsqu'on a fait ces entrevues, notre intention, c'était de faire des analyses thématiques réflexives selon la méthode de Brown et Clark. Et on a pris cette approche parce qu'on était vraiment intéressé de prendre une approche plus inductive, regarder plutôt les contenus latents comparés à sémantique et d'aller d'une perspective plus constructiviste qu'essentialiste. Donc, la méthodologie thématique qu'on va suivre dès qu'on a complété les données, la collecte des données, va être cette méthode qui est soutenue par Brown et Clark, où on se familiarise avec les données, on génère les codes initiaux, on recherche des thèmes, on examine les thèmes, on définit et nomme les thèmes, et puis on produit le rapport. Donc, évidemment, on est tout au début de notre analyse. On a déjà parlé à propos de ça, mais juste pour vous parler un peu à propos de ce qui commence à ressortir de notre verbatim, je voulais juste tirer quelques petits bouts qui se semblent intéressants pour vous donner une idée de où on peut aller avec ces études. Donc, en regardant les définitions de slut shaming, on voit déjà auprès des ados une grande diversité dans comment ils définissent. Il y a les filles qui proposent des définitions qui chevauchent beaucoup avec l'intimidation relationnelle. Il y a les filles qui offrent des définitions qui chevauchent beaucoup avec l'harcèlement de rue. Mais généralement, une des choses qu'on observe auprès de la majorité des personnes qui ont déjà participé, c'est une grande réticence de définir le slut shaming. Donc, il y a toujours un grand inconfort autour de cette idée. Lorsqu'on parle à propos des contextes, on voit encore une diversité des contextes. Donc, on voit le slut shaming à l'école, auprès des autres étudiants. Mais une des choses qui est aussi intéressante qui ressort de quelques-uns des discours, c'est l'idée des politiques institutionnelles
sur comme type de slut shaming. Donc, par exemple, les règles sur le grandeur je ne vais pas comprendre, je ne vais pas souvenir le mot pour ça en français, mais tout ce qui est les règlements autour de les modes d'habillement des filles, ça a été vu comme un type de slut shaming institutionnel par plusieurs filles. Et ça va être un thème qui va être très intéressant à creuser dans une plus de profondité. Il y a des discussions de le slut shaming dans les contextes en ligne ainsi que dans les rues. Donc, en terminant aujourd'hui, les points principaux à retenir, c'est que, évidemment, dans notre Mixed Method Sequential Explanatory Design, nous sommes ici. Donc, nous sommes dans l'analyse des devis qualitatifs. Évidemment, nous sommes très hâte d'aller vers l'interprétation des devis quantitatifs et qualitatifs, mais les choses se font une étape à la fois. Donc, on est maintenant dans l'analyse de nos devis qualitatifs. Notre instrument de mesure a une bonne, mais pour l'instant, nous avons développé un instrument de mesure qui montre une bonne fiabilité et une structure manufacturielle. Et bien qu'on pense que cette échelle doit être validée davantage avec des autres populations, on aimerait beaucoup répliquer les structures factorielles, les corrélats, etc. Elle est prometteuse pour une évaluation rapide de la slut shaming qui peuvent être pertinents dans les contextes individuels et scolaires. On a aussi, au niveau des points principaux à retenir, on observe que le slut shaming, c'est quelque chose qui a été vu chez la majorité de nos participants et que c'est associé avec l'intimidation, l'harcèlement sexuel, les expériences quotidiennes de slut shaming et à la sexualisation intériorisée, que je n'ai pas beaucoup discuté aujourd'hui. Au niveau de la prévention et intervention, il faut développer et valider les programmes qui visent spécifiquement le slut shaming, ou dans les interventions contre le harcèlement sexuel ou dans les interventions d'intimidation. Au niveau de les points principaux à retenir, je pense que nous sommes tout au début de notre parcours qualitatif, mais mais une des choses que je pense qui est toujours très important à propos des données qualitatives, c'est que même les problèmes au niveau de la méthodologie peuvent nous dire quelque chose d'important sur notre sujet. Et spécifiquement, beaucoup de nos difficultés méthodologiques soulignent la complexité du slut shaming pour les adolescents et leurs parents et les enseignants et intervenants. Donc, même pour nous, vivre ces expériences difficiles au niveau de leur recrutement nous montre que c'est quelque chose qui est délicat, mais c'est aussi quelque chose qui est très porteuse dans la vie des ados. Et comprendre aussi et comment les adolescents comprennent le slut shaming nous permettra d'avoir des implications directes plus appropriées pour la prévention et l'intervention. Donc, nous sommes optimistes de savoir, nous sommes optimistes lorsqu'on est capable de parler avec les jeunes à propos de leurs expériences, ça va nous donner beaucoup plus de matériel pour adresser ces types de comportements dans les contextes scolaires. Donc, voici ma courriel si vous intéresse. Et spécifiquement, comme j'ai indiqué, nous sommes toujours nous recherchons toujours les participants. Si vous avez des adolescents, des enseignants ou des intervenants ou des parents des adolescents qui pourraient être intéressés, s'il vous plaît, envoie-moi un courriel. Nous serons très intéressés de comprendre vos expériences et vos opinions de la slut shaming. Donc, merci beaucoup et bon après-midi.